Alors, bonjour et merci. Bonjour. Merci beaucoup à Daniel, qu'on ne voit pas à l'écran, de nous accueillir chez elle. Merci beaucoup à Alain de te prêter à cet exercice sur un sujet important. Donc avant qu'on démarre, je le dis tout de suite, on va parler de la thématique de l'emploi et des aides financières dans le cadre du TOC. Avant de démarrer ces sujets, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors tout à fait. Je m'appelle Alain Demange. Je suis adhérent de l'AFTOC. En fait, à la base, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, je suis responsable délégué départemental dans une association qui s'occupe de troubles neurodéveloppementaux, en l'occurrence de troubles développementaux de la coordination. Alors quel est le rapport? Il se trouve simplement qu'une personne très proche dans ma famille souffre à la base d'un trouble neurodéveloppemental et il a développé progressivement plutôt à l'adolescence en fait, un trouble obsessionnel compulsif. Et donc c'est ce qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les comorbidités, dont on parle relativement peu à l'AFTOC. Moi je sais que dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, je vois beaucoup de jeunes qui ont des comorbidités, et des comorbidités sous forme de troubles psychiques, comme le trouble obsessionnel compulsif. Donc ça me permet au passage d'évoquer cette question des comorbidités. Je pense qu'on sera amené de plus en plus à en parler dans le cadre de l'AFTOC. Et donc, au titre des troubles neurodéveloppementaux, je suis engagé depuis 15 ans dans le monde du handicap. Voilà. Et donc, et plus particulièrement dans les questions d'emploi et d'insertion professionnelle. Bon, c'est la raison pour laquelle je suis là pour parler et pour témoigner également. Je suis impliqué, je siège en CNDAPH, en Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de mon département. Je siège également à Cap Emploi, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui est, pour faire très vite, le pôle emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, je siège dans un certain nombre de commissions et de structures. C'est toute mon activité associative, voilà, depuis 15 ans. Merci Alain. Et je précise que tu as parlé des comorbidités. Il est prévu de faire une nouvelle vidéo spécifique pour les comorbidités du TOC parce qu'en effet, comme tu as dit, c'est un sujet important qui revient beaucoup. Ce sera une autre vidéo. Aujourd'hui, on va axer l'interview sur deux axes. D'abord, les dispositifs pour l'accès, l'insertion professionnelle et le maintien de l'emploi. Et on va commencer par le dispositif qui est probablement le plus connu, qu'on a déjà évoqué un peu plus rapidement dans une précédente vidéo, qui est la RQTH. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, tout simplement? Alors, ce que je veux dire, déjà, une petite précision, parce que ça se voit à l'image vraisemblablement, j'ai un certain nombre de notes. Bon, je vais m'efforcer de ne pas passer mon temps à les lire, mais j'éprouve quand même le besoin de m'y reporter, par souci d'exhaustivité et par souci de précision, et de ne pas faire trop d'erreurs. Voilà. Donc, et je précise que moi aussi j'en ai, donc du coup, voilà. on n'a pas... Non, alors ça sera certainement moins vivant et peut-être moins agréable à visionner pour les personnes qui regarderont, mais au moins le propos sera plus précis, me semble-t-il. Bon, voilà. Tout à fait. Donc, en fait, tu m'avais posé déjà un certain nombre de questions, c'est pour ça que je regarde un peu les réponses. Une personne atteinte de TOC est éligible à l'RQTH. Alors, le TOC, plus que les troubles neurodéveloppementaux dont je m'occupe par ailleurs, comme je l'ai dit, beaucoup disent que c'est une maladie, finalement. On parle d'un trouble, certains pensent que c'est une maladie. C'est vrai qu'il y a des antidépresseurs, des TCC, donc on pourrait dire ça se soigne aussi avec des médicaments, c'est plutôt une maladie. Bon, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, ça a un retentissement sur la vie de la personne, personnelle et professionnelle, et donc à ce titre, ça me met en situation de handicap. Donc moi je parle de handicap. C'est un trouble qui met en situation de handicap. Et donc, à ce titre, une personne atteinte de TOC peut obtenir la RQTH. Voilà. Je crois qu'on n'a pas dit, la RQTH, c'est reconnaissance, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et à quel droit est-ce que ça ouvre, cette RQTH? Alors, en fait, cette reconnaissance, cette RQTH, ouvre droit à de nombreux droits pour les personnes en recherche d'emploi et les personnes en emploi. Donc, on peut être en recherche d'emploi ou en emploi. Donc, elle est afférente à la vie professionnelle. Il y a des personnes qui sont gravement handicapées, on verra peut-être plus tard, qu'il y a un taux d'incapacité supérieur à 80%, qui est un taux élevé donc, mais qui n'ont pas la RQTH, parce que tout simplement ils ne peuvent pas travailler. Ils ont un handicap tel qu'ils ne peuvent pas travailler, donc ils n'ont pas la RQTH. Donc la RQTH, elle a un rapport avec la vie professionnelle.
Bon. Et elle ouvre droit à un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour se former, pour trouver un emploi, s'y maintenir, parce que c'est pas le tout de trouver un emploi, c'est nécessaire de s'y maintenir. Et elle permet également d'obtenir des aides financières de l'AGFIP, on reviendra sur ce que c'est l'AGFIP, pour le secteur public, et l'UFIPHFP, c'est toujours difficile à prononcer, Cécile, pour les 3 fonctions publiques, pour aménager les conditions de travail des personnes en situation de handicap, voilà, dans leur emploi. Voilà. Très bien. C'est une démarche qui se fait comment et auprès de qui pour obtenir la RQTH? Alors, en fait, il faut remplir un dossier, un formulaire. C'est un formulaire CERFA, c'est un document normé, hein, donc officiel, qu'on remplit soit manuscritement, soit en ligne, et qu'on retourne à la MDPH du département de son domicile, accompagné d'un certain nombre de justificatifs qui sont précisés dans le formulaire de demande, notamment obligatoirement, ça c'est pour que le dossier soit réputé recevable, il faut obligatoirement un certificat médical rempli par un médecin, généraliste ou spécialiste. Ce document est également un document CERFA, hein, c'est un CERFA, donc normé, qui est appelé comme ça, c'est un certificat médical pour le dossier MDPH. Voilà. Et alors, j'en profite pour le dire au passage, puisque tu me poses la question. Dans mon département, la RQTH est une notification qui est prononcée. On obtient la RQTH à partir du moment où la demande est réputée recevable et qu'il y a les pièces demandées dedans. Le dossier est argumenté. 95% des dossiers ont un accord de RQTH en première demande et quasiment 100% en renouvellement. Ceci étant, ça n'est pas le cas dans tous les départements, malheureusement, parce qu'on pourrait penser que dans une notion d'égalité, ça serait pareil partout. Malheureusement, ça n'est pas le cas dans tous les départements. J'ai eu connaissance d'un département dans l'est de la France où une personne qui, me semble-t-il, dans le département où je suis, la Haute-Garonne, aurait obtenu une RQTH sans difficulté notable, galérait pour l'obtenir. Voilà. Donc, mais dans l'ensemble, c'est quand même, à partir du moment où on fournit les éléments qui sont demandés, quelque chose qu'on obtient relativement facilement. Voilà. Alors, je vais prendre les questions pas dans l'ordre, mais c'est celle qui me vient le plus spontanément. Oui, c'est ce que je vois. On l'obtient pour combien de temps? Alors, on l'obtient pour un temps minimum, parce qu'effectivement, on est en situation de handicap, considéré comme en situation de handicap à partir du moment où ça dure quand même un certain temps. Ça ne peut pas être pour un mois. Bon, généralement, c'est minimum 1 an. Généralement, c'est prononcé plutôt de 3 à 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et ça peut même être, comme d'ailleurs quelques autres notifications qu'on verra par la suite, prononcé SLD, c'est-à-dire sans limitation de durée. Mais ça, ce sont pour des cas de personnes dont l'état de santé n'est pas susceptible de s'améliorer. Et donc, pour contextualiser un peu au TOC, j'ai pas connaissance de cas de RQTH sans limitation de durée pour des personnes atteintes de TOC. Et effectivement, peut-être que d'ailleurs tu connais des cas de personnes qui ont eu besoin de demander les RQTH à un moment pour des TOC, et puis après il y a eu une amélioration, voire une rémission, et il n'est peut-être pas nécessaire de redemander, enfin de demander le renouvellement de ces RQTH à ce moment-là, dans ces conditions-là. Voilà. Il pourrait y avoir aussi à l'inverse des améliorations sur le TOC, mais je ne sais pas, une dépression, enfin c'est peut-être pas un bon exemple, mais un autre trouble qui pourrait amener la demande de renouvellement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible, effectivement. Oui. Et la demande de renouvellement, c'est pareil, la durée dépend du cas, de l'avis médical qui va être... Chaque situation d'une personne est étudiée à un moment donné. C'est-à-dire que si par exemple, c'était une des questions que tu m'avais posées dans la préparation, si à un moment une personne a au contraire une aggravation des difficultés qu'elle rencontre, elle peut solliciter la MDPH, non pas pour redemander la RQTH, si elle l'a déjà, il n'y a qu'une RQTH, il n'y en a pas à 50, il n'y en a qu'une, mais elle peut très bien demander que son dossier soit réétudié, parce que peut-être que l'aggravation de sa situation va entraîner une modification de ce qu'on appelle son taux de handicap, on va dire, d'incapacité en fait. Bon. Et du coup, ça va lui ouvrir d'autres possibilités que ce qu'elle avait peut-être au départ. Souvent, le taux d'incapacité est défini à moins de 50%.
entre 50 et 79, et puis après 80 et plus. Donc le fait d'avoir une aggravation de sa situation peut amener à augmenter, la MDPH a augmenté le taux d'incapacité, et donc du coup peut-être que ça ouvre droit à d'autres possibilités, qu'on verra tout à l'heure, en dehors de l'RQTH. Notamment des aides, tu penses à des aides financières? On verra un petit peu plus tard l'allocation à l'adulte handicapé, à l'allocation adulte handicapé ou la prestation de compensation du handicap. Voilà. Et je prends l'exemple, je reste sur le TOC, imaginons qu'on fait une demande de RQTH, qu'on l'obtient et qu'on demande un certain nombre d'aménagements des conditions de travail. Si jamais le TOC évolue et qu'il s'attache à d'autres choses, j'ai n'importe quoi, que des TOC de lavage deviennent des vérifications, que du coup, que ça a des impacts, s'il faut des aménagements différents, sans que le handicap soit forcément plus grave, mais simplement qu'il prenne une autre forme, est-ce qu'il faut refaire une RQTH pour avoir des aménagements différents? Non, pour les aménagements, la RQTH, la MDPH ne se prononce pas sur des aménagements. Elle attribue une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. Et les aménagements ne sont pas de son fait. Donc du coup, il n'y a pas besoin de refaire une demande de RQTH. De toute façon, ça n'est pas notifié dans la notification de RQTH. Il n'y a pas de précisions concernant c'est pas le rôle de la MDPH de noter ce dont a besoin la personne en termes d'aménagement et de compensation. C'est pas son rôle. Donc, et alors justement, donc on obtient la RQTH, on postule, on arrive dans une entreprise. Est-ce que quelqu'un qui a la RQTH est obligé de le déclarer à l'employeur? Absolument pas. Absolument pas. La personne qui a la RQTH, et j'en connais beaucoup, la détiennent et ils en font l'usage qu'ils souhaitent. Certains n'en parlent pas du tout. Alors pourquoi nous la demandent-ils? Certains m'ont dit, je la garde parce qu'effectivement, comme sécurité, je peux avoir besoin, dans certaines circonstances, je pense notamment, je me souviens d'un enseignant qui avait du mal à conduire du fait de son trouble neurodéveloppemental, il l'avait gardé pour que si sa situation évoluait, qu'il était amené à faire des remplacements qui l'obligeaient à conduire, il puisse produire sa RQTH à ce moment-là. Mais il n'en avait pas fait part, en l'occurrence à l'Éducation nationale. Donc on n'est pas du tout obligé de la communiquer, même pas au médecin du travail. Est-ce pertinent? Ça, c'est un autre sujet. On peut en parler au médecin du travail. Chacun fait son choix. Chaque situation est différente. On peut en parler à son employeur. On peut en parler à ses collègues de travail. Il n'y a rien qui est interdit, mais il n'y a rien qui oblige du tout. Le médecin du travail, c'est peut-être pertinent quand même. Avec le bémol, c'est le médecin du travail connaît-il les TOC et peut-il se prononcer sur des aménagements et des compensations? La question est posée. Après, en parler à son employeur, la question c'est l'intention. Pourquoi faire? Effectivement, si la personne souhaite obtenir des aménagements et des compensations par rapport à son poste de travail, oui, elle va en avoir besoin. Parce que sinon, comment l'employeur va lui dire, l'employeur peut lui dire, mais pourquoi, à quel titre je vais vous octroyer ceci ou cela? Donc, et par rapport aux collègues du travail, justement, c'est aussi la question. Si jamais il voit que l'entreprise met en œuvre des aménagements et des compensations pour une personne, si on ne veut pas avoir des accusations de favoritisme ou autre, il est quand même peut-être pertinent de dire que la personne est en situation de handicap. Alors après, rien n'oblige à dire le type de handicap, voire même de nommer la pathologie. On n'est pas du tout obligé de dire j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Alors encore une fois, chacun fait ses choix. Donc moi je connais des personnes qui le disent. Il y en a d'autres qui disent j'ai un trouble psychique, neurologique. Il y a un débat. Ou bien je suis en situation de handicap. Voilà. Et puis sans aller plus loin, chacun fait son choix. Mais par contre, si on veut bénéficier, si un salarié, un travailleur veut bénéficier, on n'est pas forcément salarié, un travailleur veut bénéficier d'aménagement de compensation de la part de son employeur, par exemple, il faut bien qu'il puisse le justifier. Et dans ce cas, ça passe par l'employeur directement ou par la médecine du travail ou par les ressources humaines? C'est bien que le médecin du travail soit associé quand même. Donc, en tout état de cause, ça devrait même être légitimé et c'est même lui qui devrait indiquer que la personne a besoin d'aménagement et de compensation. C'est l'autorité médicale quand même. Donc, voilà.
Une question qui sort un peu strictement de ton... Là, c'est plutôt de l'expérience. Est-ce que tu constates des discriminations? Parfois, des gens ont peur d'être discriminés à l'embauche, dans les évolutions de postes, les évolutions de salaire, le fait de déclarer une RQTH ou d'avoir ce statut? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Moi, je ne dirais pas que je l'ai constaté, et surtout pas pour des personnes avec des TOC, parce que là, par contre, je n'ai pas énormément d'expérience d'accompagnement de personnes ayant des TOC dans l'emploi. Je n'ai pas constaté strictement pour les TOC, mais c'est vrai que, alors là, on va dire tout handicap confondu, le handicap est quand même une des plus importantes sources de discrimination, d'après ce que dit le défenseur des droits. Ça reste encore un facteur de discrimination important, c'est vrai. Oui. Donc, évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire, mais simplement voilà, d'avoir conscience. Et là, Je ne peux pas répondre. Je sais que beaucoup de personnes appréhendent cette question, et c'est vrai que quand on lit les publications du défenseur des droits, le handicap reste quand même une source de discrimination. est-ce que tu peux, parce que les entreprises ont des obligations vis-à-vis du handicap, et je pense que c'est important de le savoir, quelles sont finalement les obligations d'une entreprise, et peut-être quel seuil d'entreprise vis-à-vis de la question du handicap? Alors, en termes d'obligation, une entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ça, c'est actuellement ce qui existe. Autrefois, c'était inscrit dans la loi, maintenant c'est inscrit dans un décret, ce qui fait que ça peut être modifié en tant que de besoin. Ça peut passer à 7%, à 5%, mais actuellement, et depuis historiquement, depuis je dirais presque le démarrage, c'est 6% d'obligation d'emploi, voilà, dans une entreprise de plus de 20 salariés. Et si elles ne les atteignent pas, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que... Alors c'est là, alors on ne parle pas de sanctions, on parle de contribution. Donc une entreprise qui n'atteint pas son seuil d'obligation d'emploi de 6% paye des contributions donc, à l'AGFIP, qui est donc pour le secteur privé, et au FIPHFP qui est pour les 3 fonctions publiques. Voilà. Donc en fait, ces 2 structures collectent ces contributions. Ça me permet, bon, j'en avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. Ça me permet de dire leur rôle. Elles collectent ces contributions et elles les redistribuent sous forme d'aide aux entreprises ou aux personnes en situation de handicap elles-mêmes pour financer soit des aides directes, ça peut être pour financer du matériel par exemple, pour une personne qui a besoin peut-être d'un fauteuil roulant ergonomique dans le cadre de son travail par exemple, ou aux entreprises sous forme d'accompagnement des salariés en situation de handicap. Donc elles collectent et puis après elles le redistribuent sous forme d'aide et de financement par exemple de matériel. Voilà. Très bien. Il y a une obligation de confidentialité probablement de l'entreprise qui voilà, doit... Ah oui, complètement. De toute façon, tous les acteurs sont censés... enfin, il y a une obligation de confidentialité. La MDPH ne va pas aller indiquer que quelqu'un a telle ou telle notification. Il n'y a pas que la RQTH. Le médecin du travail est soumis à la confidentialité. L'entreprise n'a pas communiqué sur la RQTH de ses salariés. Très bien. Une autre question qui aurait eu sa place au début, est-ce que pour obtenir la RQTH, il faut être dans une démarche thérapeutique? Est-ce qu'il faut être dans une démarche de soins? Est-ce que c'est une condition pour obtenir ce statut? Alors, ça c'est une question. Alors justement, elle est contextualisée à l'AFTOC et au TOC. Je ne l'ai jamais eu dans le cas des troubles neurodéveloppementaux. C'est vrai que c'est même une des premières questions qui m'a été adressée par une personne avec des TOC que j'ai accompagné. C'est pratiquement le premier point qu'elle m'a posé. Elle m'a dit, mais je ne me soigne pas, donc, presque, est-ce que je peux vous poser ma question? Et alors j'ai eu un doute parce qu'effectivement c'est une question dont j'avais pas l'habitude. Et du coup je me suis assuré quand même, j'ai appelé une des référentes associations professionnelles de la MDPH où je siège en CDAPH pour bien m'assurer de ne pas dire une bêtise. Et la référente association professionnelle m'a dit non, nous on prend, elle m'a dit même je vous rappelle, je crois qu'elle a dû me dire comme ça, je vous rappelle qu'on prend la personne telle qu'elle est à un moment donné et quelle est sa situation et quel est le retentissement de la pathologie sur sa vie personnelle, professionnelle, quotidienne. Voilà. Après, nous, qu'elle se soigne ou qu'elle ne se soigne pas, ça ne nous importe pas. Nous, on la prend telle qu'elle est. Alors effectivement, on pourrait dire, mais oui, mais si la personne se soignait, peut-être qu'elle n'aurait pas besoin de la RQTH. Non, elle m'a dit non, nous, on prend la personne telle qu'elle nous décrit sa situation dans son dossier. Il n'y a pas d'obligation de soins.
et elle obtiendra les RQTH si effectivement il apparaît que sa situation le nécessite. Il n'y a aucune obligation de soin. Par contre, je voudrais attirer l'attention sur un point, et c'est ce que j'avais dit à la personne qui m'avait appelé. Je rappelle que dans un dossier MDPH, il y a un CERFA médical à faire remplir. Obligatoire. Obligatoire, sinon le dossier n'est pas réputé valide. Qui le remplit à ce moment-là? Si la personne ne voit pas un psychiatre, par exemple, ça peut être le médecin généraliste. Bon. Mais de toute façon, il faut que quelqu'un le remplisse. Bon, voilà. Alors, si le médecin généraliste le remplit, mais que la personne ne se soigne pas, bah, la MDPH prendra en compte, en considération la demande telle qu'elle est. Il n'y a aucune obligation de soin. Mais je rappelle quand même qu'il est nécessaire de joindre un certificat médical. J'ai eu le cas une fois d'une personne qui me disait « Mais moi, je ne suis suivi par aucun médecin ». Et je lui dis, vous allez faire remplir par qui le certificat médical? Votre dossier, il n'est recevable que s'il y a un certificat, le certificat médical. Donc comment vous allez faire? Voilà. Donc il y a cette limitation quand même. Hein. Donc, voilà. Une autre question que tu as rajoutée et qui est très pertinente, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de solliciter un crédit bancaire et que j'ai ce statut? Alors ça, je vais avoir besoin de me reporter mes notes parce que c'est assez technique. Ça pose la question de la confidentialité de ce statut. Oui. Alors, ça aussi, c'est une question qui ne m'a été adressée que par des personnes souffrant de TOC. Les personnes dont je m'occupe par ailleurs avec des troubles neurodéveloppementaux m'ont jamais posé ce type de questions. Alors, c'est pas forcément celle que je connais le mieux, du coup. Bon, donc, ce que je voulais quand même dire, parce que je l'ai découvert à cette occasion, encore une fois, parce que je ne connaissais pas bien cette question, c'est que déjà, il y a une limitation. C'est que depuis le 1er juin 2022, il est interdit de demander des informations relatives à l'état de santé de l'emprunteur ou un examen médical pour certains prêts immobiliers. C'est la loi du 28 février 2022. Pour certains cas, c'est lorsque la part assurée est inférieure à 200 000 € par personne. Il faut également que la fin du remboursement intervienne avant le 60e anniversaire de l'emprunteur assuré. Donc ça veut dire que pour contracter une assurance par rapport à un prêt immobilier, si on est dans ces deux cas, c'est-à-dire la part assurée est inférieure à 200 000 € par personne, parce qu'il y a des couples, hein, donc, et si on rembourse avant le 60e anniversaire pour la personne qui est assurée, il n'y a pas d'obligation de questionnaire médical. Voilà, donc alors effectivement, bon, à Paris, 200 000 €, c'est peut-être pas grand-chose. Je veux dire, parce que moi, je l'ai fait et j'ai eu des questions, et c'était après, mais parce que j'étais au-dessus de 200 000 €. Mais voilà, donc c'est par personne en plus. Bon, il faut voir la question des couples après. Donc c'est un point que je ne connaissais pas. C'est sûr que si on achète maison dans la Creuse, c'est peut-être un peu différent de Paris, mais la loi est la même sur l'ensemble du territoire national. Bon, donc déjà, c'est une limite, au moins si on n'est pas dans cette situation-là, il n'y a pas de questionnaire médical par rapport à l'emprunt. Bon, après, effectivement, je ne sais pas répondre de manière très très précise sur la question. Il y a une convention qui s'appelle l'AERAS qui travaille sur ces questions de crédit et d'assurance en cas d'emprunt. Je sais qu'il y a des... Alors, bon, je propose aux personnes qui regardent la conférence d'aller regarder cette convention AERAS. Oui, parce que je sais que ça n'est pas évident. J'en ai discuté l'autre jour avec un avocat, justement, à qui j'ai posé la question, qui m'a dit qu'il avait plaidé une affaire où, effectivement, la compagnie d'assurance disait que la personne avait omis, et peut-être sciemment, de préciser qu'elle avait un problème de santé. Bon, c'est un souci, ça, je le reconnais. Bon, maintenant, ça renvoie, c'est pas forcément la RQTH, ça renvoie c'est plus large. Est-ce que si vous contractez un prêt et puis que vous êtes amené à remplir un document en vue de l'assurance de ce prêt, est-ce que vous allez ou non dire que vous êtes atteint de troubles obsessionnels compulsifs? Ça dépasse la question de la RQTH. C'est peut-être pas à nous de... La RQTH, elle permet de... je veux dire, elle ne permet même pas de tracer la RQTH, puisque la RQTH est censée être confidentielle. Donc,
Donc, qu'est-ce que ça change? Moi, je ne sais pas si pense que c'est pas un problème de RQTH. En fait, c'est un problème de est-ce que j'accepte ou pas de dire dans un questionnaire médical que je suis atteint de TOC. Et je comprends que ça peut être difficile pour une personne, justement, qui a un trouble anxieux, donc de se dire, ouais, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je comprends. Je n'ai pas de réponse très nette. Ça, je sens bien que c'est pas clair. Non, mais déjà mais c'est pas, à mon avis, lié à la RQTH. Hein. C'est lié au fait de parler ou non d'un trouble qui, effectivement, pour l'organisme qui fait un prêt, n'est pas tout à fait anodin, quoi. Donc, voilà. Je crois qu'on a pas mal éclairci le sujet de la RQTH. On pourra mettre en description les formulaires CERFA dont tu as parlé. Je te propose d'évoquer d'autres dispositifs qui existent. Donc là, on a peut-être parlé, ils sont liés plus ou moins à la RQTH. Quels sont les autres dispositifs qui aident à l'insertion ou au maintien de l'emploi des personnes qui souffriraient de TOC? Alors en fait, l'RQTH, c'est pas vraiment un dispositif, c'est une reconnaissance. Voilà. C'est une reconnaissance administrative, on va dire. En tant que telle, ce n'est qu'une reconnaissance. Encore une fois, c'est un mot RQTH. Dedans n'est pas décrit, dans la notification de RQTH n'est pas décrite. Ne sont pas décrites les aménagements, les compensations, voilà tout ce que ça permet, enfin tout au moins pas de manière détaillée, c'est pas la MDPH, je vais se prononcer là-dessus. Par contre, c'est le point d'entrée de tout un tas de possibilités, notamment des dispositifs. Alors, le fait de pouvoir de détenir la RQTH est absolument indispensable pour un certain nombre de cas. Alors, je pense notamment à Cap Emploi. Bon, c'est une structure qui est implantée dans chaque département. Elle est constituée de conseillers qui accompagnent les personnes en situation de handicap qui détiennent justement la RQTH. C'est une condition sine qua non. Oui, oui. Il peut y avoir à la marge d'autres questions, d'autres reconnaissances, mais on va dire de manière, c'est marginal. De manière la plus importante, il est nécessaire de détenir la RQTH. Donc ces conseillers accompagnent dans l'insertion professionnelle et dans le maintien dans l'emploi. C'est important, hein, maintien dans l'emploi. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Pôle emploi. Le Pôle emploi intervient pour toute personne, mais uniquement pour l'insertion professionnelle, pas pour le maintien dans l'emploi. Cap Emploi intervient pour le maintien dans l'emploi, notamment en cas de difficulté dans l'emploi dû au handicap. Si on a des difficultés dans son emploi qui sont liées à son handicap, on peut, et même, j'aurais tendance à dire, je suis administrateur de Cap Emploi dans mon département, on a vraiment tout à gagner à s'adresser à Cap Emploi dans le cadre du maintien en emploi si on a des difficultés qui sont dues au handicap. Hein. Ce n'est pas dû aux difficultés relationnelles avec son hiérarchique ou qui sont liées au handicap. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, si on a une difficulté vis-à-vis de l'employeur, que c'est un conseiller de Cap Emploi qui va être en contact direct avec l'employeur? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une question avec la médecine du travail couplée avec Cap Emploi. C'est-à-dire que les deux peuvent intervenir. La médecine du travail sur la partie médicale et Cap Emploi sur la partie travail, la partie maintien du travail, les compensations et donc le dialogue avec l'employeur. En fait, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre les trois et même les quatre avec le médecin du travail pour voir comment maintenir la personne dans son emploi, ou s'il y a des possibilités de lui permettre d'exercer dans la même entreprise, peut-être à un autre poste. S'il est inapte à son poste, trouver des solutions pour un autre poste dans la même entreprise. Et si ça n'est pas possible, peut-être dans une autre entreprise à ce moment-là. Voilà. Et le Cap Emploi, ce sont des structures départementales, donc il faut simplement se rapprocher de la structure de son département. Tout à fait. Alors quand on est demandeur d'emploi, on passe par Pôle emploi et puis après on peut être, si c'est nécessaire, envoyé vers Cap Emploi. Et puis quand c'est le cas du maintien dans l'emploi, Pôle emploi n'intervient pas dans un cas comme ça, on se rapproche directement du Cap Emploi. Il vaut mieux le faire directement. Hein. Le Cap Emploi a maintenant cette mission depuis quelques années de maintien en emploi. Les médecins du travail n'y penseront peut-être pas toujours forcément. Donc il vaut mieux à ce moment-là contacter le Cap Emploi de son département et expliquer ces situations de difficulté de maintien dans l'emploi pour des raisons de handicap. Voilà. Donc, et alors ces conseillers, ils peuvent également prescrire des aides financières, dont on a parlé tout à l'heure, que finance la GFIP ou le FIPHFP, ou des dispositifs d'accompagnement plus spécialisés, qu'on va détailler à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel à d'autres prestataires, si je puis dire,
peut-être plus spécialisés, notamment en termes de handicap, sur certains types de handicap. Alors du coup, bah, écoute, je vais passer directement, c'est la transition, je vais passer à ce qu'on appelle les prestations d'appui spécifiques. En l'occurrence, troubles psychiques. Bon, il y a 6 types de prestations d'appui spécifiques. Il y en a pour les troubles psychiques, ceux qu'adressent les TOC. Il y en a d'autres, dont des troubles cognitifs, ceux dont je m'occupe. J'ai mené des prestations d'appui spécifiques pour des troubles neurodéveloppementaux. Il y a aussi du handicap mental, du handicap moteur, du handicap auditif, du handicap visuel, enfin il y en a 6 au total. Donc, là, c'est les prestations d'appui spécifiques, troubles psychiques. Alors, l'objectif, c'est d'apporter un appui expert au conseiller à l'emploi qui est référent du parcours, à savoir le conseiller Cap Emploi, bien souvent, et qui permet d'identifier précisément les conséquences du handicap de la personne au regard du projet professionnel et les moyens de les compenser. Donc, ce sont des spécialistes qui sont sollicités, en l'occurrence souvent par Cap Emploi, c'est réalisé par un prestataire qui est sélectionné par l'AGEFIP, généralement par groupe de département ou par région. Dans la région dont je m'occupe, l'Occitanie, par exemple pour les troubles neurodéveloppementaux, c'est un seul prestataire qui a le marché sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc c'est Cap Emploi, on va dire pour faire simple. Ça peut être Pôle emploi aussi, pour un certain nombre de situations, je ne vais pas rentrer dans des cas particuliers, qui mobilise cette prestation et qui fait donc appel à un prestataire pour aller plus loin par rapport à la question spécifique du handicap de la personne. C'est vraiment lié à Cap Emploi, c'est pas des prestations qui vont être sollicitées directement par le... Non, on passe par Cap Emploi, et c'est une prescription du conseiller Cap Emploi, ou Pôle emploi dans certains cas. Et c'est pour toute personne en situation de handicap, détentrice de la RQTH, toujours pareil, de toute façon si on passe par Cap Emploi, bien souvent c'est le cas. Ça peut être aussi adressé à l'employeur ou à l'organisme de formation, parce que là on parle beaucoup d'emploi, mais enfin il y a aussi la question de la formation professionnelle. Donc en fait, les prestations d'appui spécifiques, en l'occurrence troubles cognitifs, ça y est j'ai dit, troubles psychiques, adressent donc les personnes elles-mêmes, en situation de handicap, et puis les employeurs et les organismes de formation. Donc finalement, l'intervention est réalisée aussi bien au profit de la personne elle-même que de l'employeur et que de l'organisme de formation. Moi, il m'est arrivé de mener une prestation d'appui spécifique qui m'a amené à aller faire une intervention chez l'employeur, pour l'éclairer sur ce que c'était finalement le trouble de la personne, avec l'accord de la personne bien évidemment, et pour lui expliquer un certain nombre de possibilités d'aménagement et de compensation concernant cette personne. Voilà. Et c'est un appui, je dirais, donc prestation d'appui spécifique, c'est le mot spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très spécialisé. Il est nécessaire de connaître bien le type de handicap. C'est vrai qu'un conseiller Cap Emploi, le monde de handicap, c'est très vaste. Personne ne peut prétendre connaître tous les types de handicap. Moi, quand je siège en CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH, je connais mieux certains handicaps, mais je siège pour tous les types de handicap. Mais je peux vous dire que c'est difficile. Quand vous avez une personne en face de vous qui est trisomique, je ne suis pas un spécialiste de la trisomie. Donc c'est vrai que je vais tenter de voter en mon âme et conscience et en fonction des connaissances que j'ai, c'est pas toujours simple. Et donc du coup, ces prestations d'appui spécifiques permettent d'envoyer un prestataire expert de ce domaine, ce que ne peuvent pas être non plus les conseillers de Cap Emploi, même si c'est leur job. C'est leur rôle, mais c'est impossible de connaître tous les types de handicap. Donc à un certain moment, ils ont besoin de faire appel à ces experts, ces prestataires experts, au travers de ces prestations d'appui spécifiques. Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que ces prestations d'appui spécifiques s'appelaient autrefois des prestations ponctuelles spécifiques. Le nom le dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, elles durent quelques dizaines d'heures étendues sur quelques mois. Donc, c'est ponctuel, si vous voulez. C'est la limite de ces prestations. Elles existent, elles présentent un intérêt. Des fois, il est nécessaire parfois d'aller plus loin. Alors, du coup, ça m'amène au dispositif emploi accompagné. C'est un dispositif destiné à permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir et de garder un emploi sur le marché du travail. Alors, finalement, c'est un peu comme
Moi, d'une certaine manière, je dirais, certaines personnes qui regardent cette vidéo, des spécialistes n'apprécieront peut-être pas, mais c'est un peu des super prestations d'appui spécifique. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'elles sont pas limitées dans le temps, voilà, et puis qu'elles sont beaucoup plus intenses. C'est-à-dire qu'une personne qui démarre, ça peut démarrer au départ dans la définition d'un projet professionnel. Une personne peut très bien ne pas avoir de projet professionnel, donc on va démarrer de là. Et puis, il y a ce qu'on appelle un job coach, un accompagnateur de l'emploi, qui va suivre la personne. C'est pareil, là aussi, c'est un prestataire qui est mandaté souvent par Cap Emploi ou par la MDPH. On obtient il y a une case sur le dossier CERFA de la MDPH pour demander l'emploi accompagné. Donc un spécialiste qui est mandaté pour faire ce suivi, cet accompagnement, et qui donc n'est pas borné dans le temps. Ça peut être depuis la définition du projet, comme je disais, comme après, quand la personne est en emploi, continuer à le suivre. La différence finalement avec Cap Emploi, parce que à t'entendre, j'ai l'impression que ça se recoupe un petit peu. C'est beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus intense parce que, bon, alors c'est un jugement de ma part, mais en fait les chiffres le montrent quand même. C'est-à-dire qu'une personne qui a un job coach de l'emploi accompagné va suivre, par exemple au départ, lorsque la personne démarre dans l'accompagnement, il va peut-être le voir plusieurs fois dans la semaine. Et puis pour initier, qui va le marquer à la culotte, comme on dit en jargon sportif, et il va l'accompagner véritablement. Et puis l'accompagnement, l'intensité de l'accompagnement, il est variable dans le temps. Par exemple, si la personne, moi j'ai le cas d'un jeune homme qui est en emploi maintenant, son accompagnateur, il le voit, ou il l'a au téléphone, ou il l'a en visio, allez, 1 heure tous les 2 mois peut-être. Voilà. Donc l'intensité de l'accompagnement, il est fonction du besoin de la personne, mais il peut être très intense à certains moments, et puis à d'autres moments beaucoup plus léger si la personne est en emploi par exemple et que ça roule. Donc voilà. Donc c'est la différence, c'est qu'un prestataire de l'emploi accompagné, contractuellement, il a à un instant T 20 personnes à accompagner. 20 personnes. Ça lui permet de faire du travail avec les 20 personnes. À mettre en regard, moi je le dis, ça a encore été dit lors du dernier CA de Cap Emploi où j'étais, un conseiller Cap Emploi, il suit 85 à 90 personnes à un instant T. Et un conseiller de Pôle Emploi, c'est 200, 300, 400. Donc ça change complètement les possibilités. Mais il y a un intérêt à être suivi par les deux. Est-ce que les deux sont... Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Cap Emploi prescrit l'emploi accompagné ou que la personne a une prescription d'emploi accompagné par la MDPH, c'est le job coach du dispositif prestataire qui prend en charge, qui rend compte de son travail à Cap Emploi, bon voilà, mais c'est lui qui prend en charge la personne. Voilà. D'accord. Ouais. C'est un dispositif gouvernemental pour en bénéficier, il suffit de... Alors au départ c'était les ARS qui sélectionnaient les prestataires par département, c'est un dispositif par département, et à la base c'est financé par les ARS et par la GFIC également, puisqu'on parle de handicap et d'emploi. À la base c'est ça. Bon, ça va peut-être évoluer. C'est un dispositif qui est en train d'augmenter, et j'ai encore lu il n'y a pas très longtemps que le gouvernement souhaitait augmenter massivement, c'est le terme qui a été employé. Dans les faits, pour le moment, ça ne se traduit pas encore massivement, mais développer massivement le dispositif emploi accompagné pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur insertion professionnelle et dans leur maintien dans l'emploi. Voilà. C'est important. Alors je voulais juste dire la différence aussi avec les prestations d'appui spécifiques, en l'occurrence troubles psychiques pour les TOC qui nous occupent, c'est que l'emploi accompagné n'adresse les personnes que dans le cadre de l'emploi. C'est-à-dire que si la personne est en formation, je veux dire, en gros, ça ne marche pas. C'est-à-dire, plus exactement, si une personne a défini un emploi, une orientation professionnelle qui l'amène à suivre un parcours de formation, au moins dans mon département, là encore je ne suis pas certain que ça soit tout à fait pareil dans tous les départements, pendant le temps où elle est en formation, son accompagnement est un peu mis en veille, si je puis dire. Et puis après, ça va reprendre, lorsqu'elle va chercher un travail, qu'elle va aller en entreprise et qu'elle va avoir besoin plus ou moins d'un suivi en entreprise. Voilà. Peut-être un dialogue avec le DRH ou le responsable hiérarchique, ça permet à la personne en situation de handicap de ne pas être seule face à un employeur. Voilà. Donc il y a
un médiateur, un accompagnateur. Voilà, On mettra le lien parce que oui. tu l'avais mis, donc on le mettra en description de la vidéo. Il y a un autre dispositif que tu as mentionné qui a l'air d'être plutôt centré sur la formation. Alors justement, du coup c'est ça. C'est que le dispositif emploi accompagné n'adresse que l'emploi. Les prestations d'appui spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure sont valables aussi bien pour l'emploi que pour la formation professionnelle. Et il y a encore un autre dispositif qui s'appelle la ressource handicap formation et qui, comme son nom l'indique, elle n'adresse que la formation professionnelle. Bon, c'est-à-dire que, en fait, toute personne en situation de handicap en France, je ne connais pas trop la question des autres pays, a la possibilité d'avoir des aménagements et des compensations aussi bien en emploi qu'en formation professionnelle. C'est-à-dire que les organismes de formation professionnelle sont censés, à partir du moment où ils prennent en formation une personne en situation de handicap, lui proposer des aménagements et des compensations. Voilà. Donc, cette ressource handicap formation, c'est encore pareil, c'est-à-dire c'est un dispositif qui existe, qui est piloté et payé par la GFIP et le PHFP, qui mandate un prestataire ou qui parfois le font avec leurs ressources internes dans certaines régions. D'après ce que j'ai vu, il y a des fois des salariés de la GFIP qui le font eux-mêmes directement, mais dans un certain nombre de régions, c'est le cas en Occitanie, il y a un prestataire qui a été sélectionné par la GFIP, qui est payé par la GFIP, pour sécuriser le parcours de formation des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, si elle éprouve des difficultés dans sa formation, le plus en amont possible, c'est le mieux. Effectivement, si elle s'aperçoit au départ que l'organisme de formation n'est pas encore très sensibilisé à la question, qu'il ne connaît pas très bien la manière de compenser le handicap, ils peuvent faire appel à ce prestataire pour aider à sécuriser le parcours de formation de la personne en situation de handicap. Voilà. C'est important. Alors, ce qui est important de dire, c'est que, comme les prestations d'appui spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est uniquement pour les personnes qui sont dans un statut de travailleur, c'est-à-dire demandeur d'emploi, salarié, voilà. Donc, par exemple, ça exclut les personnes qui ont un statut scolaire ou étudiant, universitaire. Là, ça ne marche pas. Parce que la GFIP et le PHFP, c'est le monde du travail. Donc, une personne qui est à la fac, qui est au lycée, ça ne marche pas. Sauf si il est en contrat d'alternance, professionnalisation ou apprentissage, parce que là, c'est un contrat de travail. Ça me permet de bien différencier les deux. À partir du moment où on est dans une situation de demandeur d'emploi, qu'on a un contrat de travail, ça fonctionne, ça renvoie à la GFIP, qui mobilise ces différents dispositifs. Si on a un statut scolaire, étudiant, universitaire, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il y a d'autres possibilités. Hein. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet du jour. Il y a d'autres possibilités avec les universités. Il y a des services handicap dans un certain nombre d'universités. Ça fonctionne aussi. Mais ce n'est pas du tout ce dont on parle là actuellement. Très bien. Est-ce que tu as avant qu'on passe aux aides financières, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs dont tu veux parler? La médecine du travail, on en a parlé. Oui, on en a parlé. Donc, c'est un point à ne pas oublier quand même. Hein. Non, bien sûr. Parce que quand on demande des aménagements et des compensations, par exemple, à un employeur, le rôle du médecin du travail est important. Donc, Absolument, on le redit. Je te propose qu'on parle maintenant des aides financières. Et la première dont j'aurais voulu parler, qui est un cas un peu différent, c'est l'invalidité. Donc là, par définition, c'est quand on ne peut plus travailler. Ouais. Je pense que c'est alors là, je vais avoir besoin de me reporter un peu à mes notes. Parce que pour regarder c'est vrai que... Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que moi, siégeant en CDAPH depuis 10 ans, à la MDPH de mon département, je connais bien les dispositifs qui sont du domaine de ce qu'on appelle un droit spécifique, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ce n'est pas un dispositif de droit commun. Or, ce n'est pas un dispositif de droit commun dont je m'occupe. Or, la pension d'invalidité, c'est un dispositif de droit commun. Il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap
pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Comme le disait récemment une présidente d'association, il y a des personnes qui se sont battues pour ce droit et tout le monde peut en bénéficier, c'est du droit commun. Alors en France, on commence d'abord par le droit commun, puis après on va vers le droit spécifique, en l'occurrence le handicap. Et d'ailleurs, la validité, là on sort, c'est beaucoup plus général que le TOC, évidemment, ça découle de ce que tu viens de dire. On peut être reconnu avoir une pension invalidité pour le TOC, mais c'est beaucoup plus large. Ça peut concerner énormément de personnes. Alors moi, c'est vrai que je connais moins, justement parce que c'est du droit commun et pas du droit spécifique. Moi, je connais mieux le droit du handicap. Bon, voilà. Donc, en fait, alors du coup, je vais quand même un petit peu lire. C'est ce qu'il faut solliciter en premier, parce que justement, c'est du droit commun. Toute personne a la possibilité de solliciter une pension d'invalidité, dans la mesure où, évidemment, elle répond à un certain nombre de critères. Il faut que la capacité de travail et de gain soit réduite d'au moins les 2/3. C'est vrai que c'est pas rien. Bon. C'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de personnes hésitent à la demander. Bon. Je pense qu'il est nécessaire quand même de la demander, je vais expliquer pourquoi. Donc, à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. On n'est pas dans le cadre d'un accident du travail, là, hein, pas du tout, d'une maladie ou d'une maladie professionnelle, c'est pas ça. C'est dans le cadre d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Donc là, c'est exclu, ça exclut l'aspect non professionnel. Si c'est professionnel, il y a d'autres possibilités. On peut obtenir donc une pension d'invalidité. Alors, elle est attribuée ou pas, mais lorsqu'elle est attribuée, c'est à titre provisoire. Elle peut être modifiée, suspendue ou supprimée selon l'évolution de la situation de la personne. Donc, je lis mes notes. Je n'ai pas une grande expérience de ce type de dispositif, donc je me reporte un peu à mes notes, même beaucoup. Alors, il y a des conditions. Il faut être affilié à la Sécurité sociale depuis au moins 12 mois. Et puis il y a d'autres conditions, avoir cotisé un minimum, enfin bon, dans le descriptif c'est marqué. En fait, tout ce que je dis là, il y a à chaque fois un lien que je t'ai donné d'ailleurs, qui renvoie de manière plus précise et plus complète que ce que je peux faire. Parce que là, c'est déjà très technique. Mais simplement, peut-être dire, donc ça se fait auprès de la sécurité sociale. Tout à fait. Ouais. Ça peut même se faire depuis son téléphone sur l'application. Oui, certainement. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais... Et en revanche, question, et je ne sais pas si tu auras la réponse, les indemnités, ça représente combien? Alors, je vais y arriver. Alors, bon, si tu veux, je regarde là tout de suite. D'abord, il y a différents types de différentes catégories de pensions d'invalidité. Alors moi, je me suis centré essentiellement sur l'invalidité catégorie 1 qui permet encore de continuer à travailler. Après, c'est un petit peu plus complexe. Je ne vais pas dire que c'est impossible, mais enfin, c'est plus complexe. Elle a 2, 3. La catégorie 1 permet de continuer à travailler et le montant mensuel de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale varie selon le salaire annuel qu'on a. Salaire annuel moyen. Donc le montant mensuel varie entre 311 et un peu moins de 1100 € par mois. Qui est le plafond Apparemment, oui, c'est ce qui est marqué sur le site web que j'ai consulté. Voilà. Donc c'est le niveau. Donc on adresse sa demande d'invalidité, c'est un formulaire CERFA, par courrier à la CPAM de son département, au service invalidité, accompagné des pièces qui sont demandées, comme dans tout bon formulaire CERFA. Et donc la CPM est censée informer sous un délai de 2 mois de la réponse. S'il n'y a pas de réponse, d'après ce que je lis, c'est que c'est un refus. Et comme pour la RQTH, il y a aussi un formulaire médical qui est rempli honnêtement, je pense que oui, mais j'avoue que j'ai pas suffisamment d'expérience pour. Je pense que oui. Enfin, bon, et de toute façon, si c'est pas d'emblée à fournir, je pense que de toute façon, il est préférable. Alors, je ne sais pas si c'est un formulaire normé ou si c'est un courrier du médecin traitant. Je pense que ça peut être un simple courrier du médecin traitant. Le fait est que de toute façon, à un moment ou à un autre, il y aura un dialogue qui s'instaurera avec le médecin conseil de la sécurité sociale pour la demande d'invalidité. Hein. Donc, bon, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut d'emblée le fournir ou pas. Bon, ça, c'est à vérifier sur les sites web. Voilà. Alors, c'est important de toute façon de penser à cette pension d'invalidité. D'autant que en cancer catégorie 1, ça n'empêche pas de continuer à travailler. La sécurité sociale évaluera. Moi, j'ai l'écho, c'est le peu d'expérience que j'ai des pensions d'invalidité, encore une fois, parce que c'est un dispositif de droit commun dont je ne m'occupe pas spécifiquement.
L'écho que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de refus quand même, et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel de la décision. Alors, sous des formes qui doivent être définies sûrement sur le site web, on peut vous retrouver. Parce que dans un certain nombre de cas, ça peut changer certainement la décision. Voilà. Donc, bon. Dernière question, peut-être avant qu'on passe à une autre aide. Tu disais il y a 3 degrés. Ouais, Le degré 1, c'est 3 catégories. La première catégorie, c'est quand on peut continuer à travailler. Est-ce qu'on peut continuer à travailler, mais quand même toucher une pension d'invalidité? Oui, tout à fait. Ouais. On peut continuer à travailler. On a à ce moment-là, tu m'avais posé la question. Moi, ce que je lis, parce qu'encore une fois, j'en ai relativement peu d'expérience, c'est qu'à ce moment-là, on va en parler avec son employeur. Parce que dans la mesure où on est, au travers de la pension d'invalidité, reconnu comme ayant une capacité de travail restreinte, il faut bien en discuter avec son employeur et demander du coup une réduction de son temps de travail, parce que ça ne serait pas cohérent de travailler à temps plein en ayant une pension d'invalidité des catégories 1. Donc à ce moment-là, il faut en discuter avec son employeur pour mettre en place notamment une évolution du temps de travail. Bon. Et l'employeur n'est pas, évidemment après, on verra comment ça se traduit dans les faits, mais il n'est pas censé prendre des mesures de rétorsion ou autre par rapport à une personne qui est dans cette situation, parce que ça serait la discrimination du coup. Donc voilà. Donc un dialogue, il est nécessaire d'instaurer un dialogue avec son employeur en disant j'ai une pension d'invalidité et j'ai besoin de réduire mon temps de travail, parce que sinon c'est pas cohérent. Voilà. Donc, et alors ça va me permet de faire le passage avec l'allocation adulte handicapé. C'est que de toute façon il est nécessaire de demander la pension d'invalidité, parce que si après, on veut demander un droit spécifique, qui est l'allocation adulte handicapé, le premier point qui est demandé, si, je dirais par chance, je ne sais pas si c'est une chance, voilà, si on a une notification d'allocation adulte handicapé, on va y revenir, qui est faite, moi je sais que je l'ai vécu, pas pour moi, donc par une personne de ma famille, on s'est dit, ah super, ça y est, il a obtenu l'allocation adulte handicapé. Et elle est versée par la CAF. Sauf que le premier document qu'on a reçu de la CAF, c'est nous dire, en gros c'est ça que ça veut dire, c'est pas formulé comme ça, démontrez-nous que vous ne pouvez pas avoir d'abord une pension d'invalidité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit solliciter en premier, c'est un dossier de droit commun. C'est-à-dire que la CAF, avant de verser l'allocation adulte handicapé, va s'assurer que la personne bénéficiaire ne pouvait pas bénéficier d'une pension d'invalidité. Elle va lui demander de lui fournir un papier disant qu'elle ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité. Et si elle peut bénéficier d'une pension d'invalidité, elle doit d'abord s'occuper de la pension d'invalidité et ensuite après, elle s'occupera de la question de l'AAH. C'est pour ça qu'il faut commencer par le dispositif de droit commun et après passer par ce qui est spécifique au handicap. Mais pour autant, c'est possible de toucher une pension d'invalidité et l'AAH. Sauf que l'AAH est une allocation différentielle, c'est-à-dire que ce qu'on touche, si on continue à toucher des revenus du travail, si on a une pension d'invalidité, c'est déduit de l'AAH qu'on pourrait toucher. Voilà. Et donc là, il faut d'abord, on a bien compris, solliciter la sécurité sociale pour la pension. Oui, parce que de toute façon, au moment d'un autre, ça sera la CAF pour l'AAH le demandera. Et l'AAH, du coup, on la demande. Alors l'AAH, c'est une allocation adulte handicapé. C'est une aide financière qui garantit aux personnes handicapées un revenu minimal d'existence pour faire face aux dépenses de la vie courante. Et en complément de l'éventuelle pension d'invalidité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ou même de revenus du travail, si on a un petit travail. Voilà. Donc c'est pour face aux dépenses de la vie courante. Donc je précise pas professionnel, hein, c'est pas lié à l'AGFIP ou autre. Voilà. Donc, bon, elle est généralement versée par la CAF, il peut y avoir la MSA si on a, suivant qu'on a eu un parcours avec la MSA, enfin 90% des cas ça doit être la CAF. Son montant mensuel maximum actuel est de presque 1 000 € par mois, voilà, mensuel évidemment. Et donc ça peut se cumuler avec une pension d'invalidité, une rente d'incapacité permanente, un salaire, mais du coup l'AAH, c'est une allocation différentielle, ce que j'ai dit, ces revenus que je viens de citer viendront minorer le montant de l'AAH que recevra la personne. Bon. Alors la AAH, en fait, comment on l'obtient? En fait, c'est le même dossier, c'est le même formulaire CERFA de la MDPH qui sert à tout. C'est-à-dire, dedans, il y a plein de demandes qu'on peut faire. Alors, du coup, c'est une difficulté pour les personnes, c'est quand elles voient ce dossier qui fait 20 pages. Bon, on n'a pas besoin de remplir tout.
parce qu'on n'est pas à la fois enfant, adulte, donc il n'y a pas 20 pages à remplir. Mais quand on est adulte, évidemment, on ne remplit pas la partie enfant, pas la partie études scolaires, on remplit la partie qui correspond à un adulte. Bon, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est pas monstrueux, comme l'a dit Carole dans une précédente émission, elle l'avait fait en un après-midi, il y a des pièces justificatives à collecter. Donc ça peut se faire. Et donc c'est les mêmes dossiers dont on se sert, on coche des cases pour obtenir les RQTH, l'AH, ou on va le voir après, la prestation de compensation d'un handicap. Dans le même formulaire, on peut demander les RQTH et l'AH. Et tout ce dont on a besoin, éventuellement des cartes de mobilité inclusion, de stationnement, priorité, enfin voilà, donc on coche des cases. Voilà. Alors j'ai juste une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que l'AH était pour subvenir aux besoins de la vie courante, mais si on travaille et qu'on a, alors qu'on n'est pas en invalidité, qu'on peut travailler, on peut quand même demander l'AH. C'est un intérêt. Alors c'est là qu'on arrive, à cette fameuse notion, tout le monde n'obtient pas l'AH. Alors autant j'ai dit tout à l'heure que la RQTH dans mon département, 95% voire 100% en renouvellement. Encore une fois, c'est pas des copier-coller dans tous les autres départements. C'est regrettable de mon point de vue. L'AAH, dans mon département, en gros, c'est 40 à 45% des demandes qui obtiennent un avis favorable et une notification AAH. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce que ça dépend du taux d'incapacité que reconnaît la MDPH à la personne. À la MDPH, il y a des professionnels de santé, il y a des médecins, il y a des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des infirmières, qui évaluent le taux d'incapacité de la personne. Donc, si la personne a un taux d'incapacité inférieur à 50%, elle ne peut pas prétendre à l'AAH. Si elle a un taux entre 50 et 79, elle peut l'obtenir sous condition, je vais y revenir. Et si elle a un taux 80% et supérieur, elle a nécessairement l'AAH. Voilà. Qui lui est notifié. Après, combien elle va toucher concrètement, on l'a vu précédemment, ça dépendra de ses autres revenus. Bon, et si on est entre 50 et 79, il faut voir si on est en restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, ce qu'on appelle la RSDE. L'acronyme, c'est la RSDE. C'est un sujet sensible dans les CDAPH auxquels je participe. On en discute beaucoup, quand on a une personne qu'on reçoit et qu'on a une situation qui nous est exposée. On n'est pas toujours d'accord. C'est un sujet de discussion important. Reconnaître la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi d'une personne. En gros, le cas le plus fréquent, c'est pas le seul, il y a un arbre de décision qui est marqué dans un décret. C'est que la personne ne peut pas travailler, peut travailler moins d'un mi-temps. C'est le cas le plus fréquent. Et si on arrive à montrer que la personne ne peut pas travailler un mi-temps, voire plus, elle est en restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. Et si elle est entre 50 et 79, elle peut toucher l'AAH. Voilà. Donc c'est en cela que ça a un rapport avec l'emploi. Voilà. D'accord, très intéressant, très subtil aussi. C'est compliqué et c'est apprécié en CDAPH au terme de discussions parfois homériques. C'est un des sujets qui entraîne le plus de discussions, de passion, et on n'est pas toujours d'accord. Et au moment de voter, on compte les voix. Donc voilà. Merci pour ces détails. Je ne sais pas si il y avait autre chose à dire sur l'AH. Oui, l'AH est attribuée en général pour une durée pareille, entre 1 et 5 ans. Elle peut être attribuée également sans limitation de durée. Encore une fois, c'est pour des pathologies qui ne sont pas susceptibles d'évolution. Pour les TOC, je ne crois pas que ça soit... je ne connais pas un cas. Exemple. Alors, si je connais un cas, mais c'est une personne, encore une fois, qui avait des comorbidités, et des comorbidités importantes. Et je pense que c'est plus lié aux autres types de troubles qu'elle avait. Elle avait aussi des TOC, mais c'est lié aux autres types de TOC qu'elle avait la AH sans limitation de durée, et elle était à plus de 80% d'incapacité. Mais c'était parce qu'elle cumulait tout un tas de difficultés. C'est vrai que le TOC, il n'y a pas de raison a priori de dire que ça n'évoluera pas favorablement. Il y a quand même, ça peut arriver dans certains cas, mais de décréter a priori que le TOC ne s'améliorera jamais, c'est un peu... Je pense qu'on est, en effet, c'est pas le schéma qui est... Non, je pense que pour le TOC, alors j'en profite pour dire au passage que je vois très rarement
des personnes qui viennent en CDAPH, parce que généralement c'est des personnes qui font des recours. Alors, ça me permet de dire au passage que si on n'est pas d'accord avec une décision de la CDAPH, on fait un recours à l'amiable, ça s'appelle un recours administratif préalable, je ne sais plus le haut ce que ça veut dire. Et puis si après on n'est toujours pas d'accord, parce qu'on n'obtient pas satisfaction, on peut faire un recours contentieux avec le tribunal, enfin bon. Mais on peut faire toujours un recours gracieux. Hein. Donc voilà, donc, et on est reçu à ce moment-là en CDAPH, pour moi c'est comme ça que ça se passe dans mon département, et on expose sa situation. On répond aux questions des membres de la CDPH, on peut en poser aussi, hein, tout à fait, c'est interactif. Voilà. Et donc, on expose, par exemple, son désaccord. Il est important de le faire parce que dans un nombre non négligeable de cas, les personnes qui viennent exposer leur situation parce qu'elles ne sont pas d'accord, ça change le point de vue de la CDAPH. Lorsque la personne nous quitte et que nous, on délibère et on vote, il n'est pas rare que finalement on inverse la décision qui avait été proposée dans un premier temps par l'équipe évaluatrice de la MDPH. C'est pas rare. C'est pas rare, donc il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à le faire. Hein. Et un autre point que je voulais indiquer. Alors je sais que c'est un peu long, mais c'est très important. Ça, c'est le vécu de la CDAPH. C'est un dossier, un formulaire CERFA, qui donc est normé. Il y a un certain nombre de lignes. Il ne faut pas hésiter, et même il est nécessaire, d'écrire sur un document annexe qu'on joint au dossier CERFA pour bien indiquer le retentissement de ses difficultés sur sa vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Parce que le CERFA ne suffit pas. Parce qu'il n'est pas assez grand, bien souvent. Donc, moi, j'ai vu des personnes qui ont écrit 15 pages. Bon, c'est parfois un peu long. Surtout quand la personne vous dit « je souhaite que ça soit lu en CDAPH ». Ça nous est arrivé. Lire 15 pages devant une assemblée de 20 personnes, ça se produit rarement. Mais enfin, il ne faut pas hésiter à écrire 2-3 pages s'il faut pour bien décrire le retentissement de sa situation de handicap sur sa vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Si, moi je vois dans les troubles neurodéveloppementaux, si un enfant a du mal à se brosser les dents, à couper sa viande, ça paraît un peu anodin, voire même trivial, mais ça permet d'illustrer la difficulté. Moi, je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée qui avait du mal à travailler du fait de ses TOC dans un open space parce qu'elle était soumise au regard des autres personnes. Et pour elle, c'était très difficile de faire ses vérifications parce qu'elle avait d'autres personnes qui les regardaient autour. Donc, c'est nécessaire d'exposer, et c'est professionnel certes, ça ne veut pas dire c'est nécessaire de l'indiquer, ce qui est professionnel et personnel. Bon, et de bien l'expliquer. De toute façon, c'est confidentiel. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer par le détail les difficultés auxquelles on est confronté. Bon, je cite le cas de cette jeune femme. Elle avait besoin tout simplement d'avoir un petit bureau, un bureau même petit par rapport aux difficultés qu'elle rencontrait. Il ne faut pas hésiter à le mettre. De toute façon, les personnels de la MNPH sont soumis au secret professionnel. Ils ne vont pas l'écrire sur la page publique. Un tel ou un tel, voilà. Donc, il est important de tout mettre parce que moi, ce que je veux dire, c'est que les évaluateurs, les équipes évaluatrices de la MDPH, aussi bien que nous, après, en CDAPH, moi je précise que j'y siège en tant que représentant associatif. On ne connaît la personne, en première intention, qu'au travers de ce qu'elle a écrit. C'est triste peut-être de n'avoir qu'un écrit pour avoir un portrait d'une personne, mais c'est le seul support qu'on a. Si elle n'écrit pas, on ne sait pas. Donc si elle écrit 3 lignes, on ne peut pas prendre une décision éclairée par rapport à ça. Nous, des fois, il nous arrive, là, ça m'amène ça sort un peu de l'aspect technique, du coup, ça donne un peu plus de corps. Lorsque on reçoit en CDAPH une personne, on a eu avant, dans ma MDPH, dans ma CDAPH, lecture d'un résumé de sa situation, au travers de son dossier, de son formulaire CERFA, des contacts qu'il y a eu avec l'équipe évaluatrice, peut-être, des fois, pas toujours, et on a un résumé. Et puis après, on dialogue avec la personne, elle nous expose sa situation, sa demande, ses besoins, une demi-heure, des fois plus longtemps, si la situation est complexe.
Il nous est arrivé des fois, quand la personne sortait et on allait délibérer, on se regarde, on dit mais ça correspondait absolument pas du tout à ce dont on avait connaissance lorsqu'elle est entrée. Oui, à travers le CERFA, juste. Juste à travers le CERFA. Donc il faut tout reprendre. Donc des fois c'est sur des situations dramatiques. Le conseil concret, c'est voilà, ne pas hésiter à prendre le temps à donner. Si vous avez besoin d'écrire 5 pages, écrivez 5 pages. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment fondamental parce qu'on ne vous connaît qu'à travers de ce que vous écrivez. C'est peut-être dommage qu'on ne puisse pas faire autrement. D'ailleurs, il y a des associations militent pour qu'on fasse autrement. Mais au besoin, faites-vous accompagner par des associations pour le faire. Moi, j'ai écrit des dossiers MDPH de certaines personnes. Enfin, je les ai aidés à écrire, à accoucher de leur dossier, en leur posant un certain nombre de questions, en leur disant, mais ça, il n'y a pas ça. Et, ah oui, tiens, c'est vrai, et j'ai oublié de mentionner ça. C'est comme ça. On peut le regretter que ça soit comme ça. C'est bien d'avoir. Mais c'est comme ça. Je voudrais ajouter sur la hache, peut-être un dernier point. Parce que c'est souvent un reproche qui est fait au MDPH, en règle générale en France. Dans le document CERFA, il est indiqué que la réponse est obtenue sous 4 mois. Pour la pension d'invalidité, je rappelle, c'était 2 mois tout à l'heure. J'ai oublié de poser la question. C'était 2 mois, je l'ai dit tout à l'heure. Là, pour le dossier MDPH, le CERFA MDPH, c'est 4 mois, quel que soit ce qu'on demande dedans. Encore une fois, on coche des cases, RQTH, AH, carte mobilité inclusion, voilà. Donc, et puis, on a un délai, normalement, j'allais dire contractuellement, c'est pas contractuel, mais les MDPH sont censés répondre sous un délai de 4 mois. Malheureusement, dans beaucoup de MDPH en France, c'est le constat de la Caisse nationale solidarité autonomie, la CNSA, qui supervise ou chapeaute, si on peut dire, les MDPH, il n'est pas respecté. C'est plus long. Il y a des départements, c'est 1 an. Il faut le savoir. Et ça, c'est parce qu'on demande plusieurs choses ou c'est même Alors, je vais y arriver. Oui, effectivement, il y a de ça. Et puis, les MDPH font avec les moyens qu'elles ont. Alors, et puis, à certains moments, il y a des priorités. Quand on approche de la rentrée scolaire, la priorité dans la MDPH, dont je connais les pratiques, met l'accent plutôt sur les enfants, pour qu'à la rentrée scolaire, ils soient servis, si je puis dire, ils aient ce dont ils ont besoin. Donc du coup, à la fin du printemps et pendant l'été, les adultes sont un peu moins bien... pas prioritaires. Sont pas prioritaires, sont un peu moins bien servis, si je puis dire. Bon. Ça peut être conjoncturel à certaines périodes de l'année, et puis après ça dépend des moyens humains dont disposent les MDPH, et il y a certaines MDPH qui sont plus en difficulté que d'autres en France. En fonction des territoires aussi. En fonction des départements, puis c'est une maison départementale. Bon, ça on le sait, ça se sait, et la CNSA, la Caisse nationale solidarité autonomie, travaille à faire en sorte de réduire ces écarts. Et puis ça dépend effectivement de ce qu'on demande. Si on demande, tout au moins encore une fois dans mon département, là où je connais la situation, simplement une RQTH, ça ne nécessite pas un travail d'évaluation très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut rédiger le dossier de manière à la va-vite. Moi, je pense que c'est important quand même de bien le compléter. Je vais expliquer d'ailleurs pourquoi. Mais si on demande uniquement une RQTH, ça peut aller vite. J'ai ma collègue de région parisienne, mon homologue en région parisienne, qui, je ne citerai pas le département, qui me dit, chez nous, uniquement une demande RQTH, une personne qui ne demande qu'une RQTH, ça peut aller en 15 jours. Bon. C'est pas courant quand même, faut quand même le reconnaître, mais bon, ça peut aller vite, parce que c'est juste une RQTH. Par contre, effectivement, quand il y a des aspects liés à l'AAH, voire à la PSCH, qu'on va voir après, la prestation de compensation de handicap, où il y a des aspects financiers non négligeables, pour la CAF ou pour le département, au travers de la PCH qu'on va voir, ça peut prendre beaucoup plus de temps.
Donc voilà, donc, et c'est là qu'on arrive à des fois Au 6 début, mois, 8 mois, voire un an dans certains départements. Voilà. tout Donc, ça pour avoir en plus un taux de... il qui est faut assez évaluer bas, le taux ouais. de handicap aussi, par Ouais. exemple. NRQTH, on n'a pas besoin d'évaluer le taux d'incapacité. Il n'est d'ailleurs pas mentionné sur la notification de RQTH. Il n'y a pas le taux d'incapacité qui est mentionné. En revanche, pour la hache, C'est mentionné obligatoirement, puisque justement, on a besoin de déterminer si on est à moins de 50, entre 50 et 79, ou à 80 et plus. Donc c'est obligatoirement mentionné, et ça fait l'objet d'une évaluation de la part de l'équipe d'évaluation. Donc ça prend plus de temps. Voilà. Et alors, je voulais juste dire un dernier point, encore un, c'est que c'est important, je disais tout à l'heure, de bien décrire cette situation le plus en détail. Parce que vous allez demander, enfin je m'adresse à la personne qui écoute, vous allez demander simplement un RQTH, parce que vous, c'est ce que vous connaissez. Bon. Mais vous avez peut-être, sans le savoir, la possibilité de bénéficier d'autres notifications. Peut-être que vous pouvez bénéficier d'une carte mobilité inclusion stationnement. Peut-être que vous êtes en situation de vous ne connaissez pas le critère d'ailleurs. Dans le critère, c'est un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Bon, vous ne connaissez pas le critère, vous ne pensez pas à la demander. Si vous mettez rien dans votre dossier ou très peu de choses en vous disant de toute façon je demande que la RQTH, ben, la MDPH n'étudiera pas non, n'étudiera pas dans votre dossier, ne pensera pas à étudier une carte mobilité inclusion stationnement. parce que vous ne l'avez pas demandé. Non, surtout parce que vous ne fournissez pas d'éléments pour penser à cette question. Parce que là où je veux en venir, c'est que depuis 4-5 ans, les MDPH ont la possibilité de s'auto-saisir. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous indiquez, de la description que vous faites de votre situation, ils peuvent se dire « Ah, mais ce monsieur n'a pas demandé la carte mobilité inclusion stationnement, mais il nous écrit qu'il a beaucoup de mal à marcher et il a apparemment un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Eh bien, on peut lui octroyer la carte mobilité inclusion stationnement. Si vous ne l'avez pas écrit, si vous n'avez rien écrit à ce niveau-là, eh bien, l'équipe d'évaluation, elle ne peut pas penser à cocher à votre place la case carte mobilité inclusion stationnement. D'où l'importance de bien décrire sa situation, parce que sinon, l'équipe d'évaluation qui a la possibilité de s'auto-saisir, elle ne va pas le faire. Et elle ne va pas pouvoir étudier votre droit. Et même, ça peut être comme ça, même pour la hache. C'est-à-dire que vous remplissez vos dossiers uniquement pour une RQTH en mettant peu d'informations. Peut-être que vous pourriez obtenir la hache, mais comme vous ne donnez aucune information, l'équipe ne va pas penser à une hache, à le faire pour vous. Et du coup, vous allez peut-être pas être notifié d'une hache que vous pourriez peut-être obtenir et percevoir. D'où l'importance de ne pas se dire j'ai juste une RQTH à demander, je mets quelques renseignements et puis voilà, ça roule. Non, c'est dommage parce qu'il y a énormément de possibilités dans un dossier, dans une demande, dans un CERFA MDPH. Et si vous mettez les renseignements, c'est aussi le travail de l'équipe évaluatrice de se dire, à s'interroger, se dire mais peut-être que ce monsieur pourrait bénéficier de tel dispositif. En même temps, vous pouvez bénéficier, mais rien ne vous oblige à l'accepter. Par exemple, vous pouvez bénéficier d'un service d'aide et de la vie à domicile, à SAVS, je ne sais pas tout à fait ça l'acronyme, ou ce qu'on appelle aussi un SAMSA, qui est une version médicalisée. Si vous décrivez rien, on ne pensera pas vous le notifier, mais si ça vous est notifié, surtout si vous ne l'avez pas demandé, rien ne vous oblige à y donner suite. Vous pouvez très bien dire non, moi, ils m'ont notifié ça. Moi, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Non, vous avez peut-être d'ailleurs le SAMSA qui va vous téléphoner en disant oui, on a reçu une notification à votre propos. Vous direz non, écoutez, moi, pour le moment, je n'éprouve pas le besoin. Voilà. Et ça vous est notifié peut-être pour 3-4 ans. Vous avez 3-4 années où ce droit est ouvert. Et si, au bout de 2 ans, par exemple, vous dites, mais finalement, j'ai entendu parler de ce SAMSA, là, ça m'avait été notifié par la MDPH, je ne l'avais pas demandé, mais il me l'avait notifié. Sur le moment, ça ne m'a pas évoqué quoi que ce soit, mais j'en ai entendu parler par une personne que je connais, il trouve que c'est pas mal. Finalement, vous pouvez en bénéficier, l'utiliser. Voilà, donc, d'où l'intérêt de remplir. C'est un exercice un peu fastidieux, mais faites-vous accompagner à ce moment-là. Faites-vous accompagner. Si c'est pour vous, c'est vraiment trop pénible. Je peux comprendre que pour un certain nombre de types de handicap, c'est pénible d'avoir à remplir un dossier. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà.
Il y avait d'autres aides. Il y a essentiellement la prestation de compensation du handicap. Alors là, encore une fois, c'est assez technique. Hein. La prestation de compensation du handicap, comme le nom l'indique, c'est une aide financière destinée à compenser la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne. Bon, la vie sociale. Hein, donc, encore une fois, ce n'est pas lié à l'aspect professionnel. Ça n'exclut pas forcément l'aspect professionnel, mais c'est plutôt la vie quotidienne. Bon. Elle est versée par le conseil départemental, ce n'est pas par la CAF, hein, c'est par le conseil départemental du département. Donc, elle est destinée à compenser des charges précises par rapport à 5 points. Alors, c'est besoin d'aide humaine. Vous avez besoin d'une aide humaine pour vous aider à domicile. Des aides techniques. Si vous avez besoin de certaines prothèses, des prothèses auditives, tiens, par exemple. Un besoin d'aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés au transport. Alors, pas professionnel, hein, parce que si c'est professionnel, c'est la GIFIP. Mais si dans votre vie personnelle, vous avez besoin de financer des surcoûts liés au transport, c'est le troisième. Des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, alors du coup, là, c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu le divers, comme d'habitude. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous le détailler. Et puis, un besoin d'aide animalière. Pour les personnes déficientes visuelles, par exemple les chiens. Donc c'est pour ces 5 types de compensation, donc c'est la prestation de compensation du handicap. Alors il est nécessaire d'avoir moins de 60 ans pour obtenir la PCH. 60 ans est souvent une barrière. Je le dis au passage, si vous avez à faire un dossier MDPH, faites-le avant 60 ans. Il y a un débat là-dessus, je sais que l'autre jour en CDAPH nous avons une explication un petit peu violente, musclée sur le sujet. C'est vrai certains peuvent considérer qu'après 60 ans, c'est plus de handicap, c'est de la vieillesse. C'est-à-dire que, moi qui ai plus de 60 ans, si je commence à avoir des difficultés, on peut me dire oui, mais c'est dû à votre âge, c'est pas du handicap. Donc il y a un débat là-dessus. Je ne vais pas le refaire, on a eu l'autre jour un débat musclé, comme tu dis. Certains disaient que c'était une bêtise, c'était même plus que ça, la formulation. En gros, mais j'ai une bénévole de l'équipe que j'anime, au titre des troubles neurodéveloppementaux, à qui j'ai conseillé, parce qu'elle approchait des 60 ans, c'est une dame, mais je ne dirais pas son âge exact, mais elle approchait. Je lui dis, écoute, je te conseille, si tu dois faire un dossier MDPH, de le faire là maintenant, n'attends pas, hein, parce qu'au moins tu auras, avant 60 ans, ouvert un dossier MDPH et tu auras peut-être ouvert des droits, elle a eu des droits d'ailleurs, ouverts, et comme ça on ne dira pas après, ah mais c'est trop tard, mais c'est pas lié à un handicap, c'est lié à la vieillesse, du vieillissement, voilà. Donc j'en profite pour lire au passage. Donc je reviens à ce que je disais. En fait, alors moi je fais des témoignages là. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y aura peut-être des professionnels qui liront qui visionneront la vidéo. S'ils ne sont pas d'accord, on peut en débattre. Hein. Donc moi c'est la vision de terrain que j'ai des textes et puis en tant que personne si j'en sais DAPH. Puis encore une fois, il peut y avoir des différences suivant les départements, c'est regrettable. Non, mais on a contextualisé. Bon, et j'essaie de contextualiser aussi au TOC, parce que c'est quand même un domaine que je connais un peu. Donc, elle est attribuée sans condition de ressources, mais le montant de l'aide varie en fonction des ressources. Alors, je vous donne très rapidement, si vos ressources ne dépassent pas actuellement 28 600 et quelques euros par an, le taux maximum de prise en charge de la PCH est de 100% des montants limites par type d'aide. Alors, je vous ai décliné 5 types de 5. Par exemple, 10 000 euros sur 10 ans pour l'aménagement de son logement. Ça fait 1 000 euros par an. C'est pas énorme. Mais c'est peut-être pas découpé comme ça. Hein. Peut-être qu'on a droit à 10 000 euros, et puis qu'après, on a 10 ans pendant lesquels on ne peut plus avoir quoi que ce soit. Enfin, je ne connais pas en détail. C'est vraiment lié aux 5... C'est lié aux 5 items, besoin d'aide technique, humaine, aménagement du logement et du véhicule, charges spécifiques exceptionnelles et besoin d'aide animale. Et c'est chiffré véritablement en fonction des compensations qui sont nécessaires. Bon. Alors, la PCH, donc, c'est à peu près pareil que la AH, c'est 40, dans mon département, 40-45% d'accord. Hein, c'est moins de 50%. Bon, ça peut fluctuer aussi selon les périodes, mais en gros, c'est l'ordre de grandeur. Ça peut varier peut-être dans les départements. Encore une fois, là, c'est lié au département. Donc j'aurais tendance à dire, je ne vais peut-être pas me faire des amis s'il y a des hommes politiques qui regardent la vidéo, ça peut, à mon sens, tel que je le comprends, mais peut-être j'ai une mauvaise compréhension, lié également de la politique du département.
Et tu sais si dans d'autres départements ça varie énormément J'ai l'impression, énormément, je ne vais pas aller jusque-là, mais j'ai l'impression que quand même il y a des variations non négligeables. Donc voilà. Donc, je ne vais pas donner des chiffres plus importants, mais il y a des départements qui sembleraient moins généreux, d'autres plus généreux. Voilà. Le département est l'échelon des collectivités territoriales qui est responsable quand même de ces questions dont on parle aujourd'hui. C'est lui qui est en charge. Et ça dépend de sa sensibilité, ou bien s'il porte plus son action sur peut-être les personnes âgées, justement, on parlait de personnes âgées, que sur les personnes suivant un handicap, ça dépend de la politique du département. Donc, et comme ça, c'est payé par le département, et que, par exemple, le président de la CDAPH, c'est d'habitude un élu du département. Dans ma département, c'est une élue, et avant, c'était le vice-président du conseil départemental. On voit quand même l'implication du département et financière également. Ouais. Donc, ça dépend également de sa politique. Bon. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, si vous voulez, la PCH, taux d'acceptation, je vous l'ai donné tout à l'heure, et il faut avoir deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans une activité pour obtenir la PCH. Alors, comme ça vous dit rien, je vais essayer de détailler très rapidement un petit peu, mais c'est pas toujours facile à obtenir. Et pour contextualiser, moi je sais que pour ce qui est des troubles neurodéveloppementaux dont je m'occupe, on obtient difficilement la prestation de compensation du handicap. Et pour les TOC, j'ai tendance à penser, pour le peu d'expérience que j'ai, parce qu'encore une fois, je te dis, j'ai rarement rencontré des personnes en CDAPH ayant des TOC spécifiquement, j'ai tendance à penser que c'est pas facile à atteindre non plus. Je préfère le dire franchement. Non, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui ont des comorbidités. Voilà, alors, quand on a des comorbidités, c'est plus facile à obtenir, aussi bien l'AH que la PCH. La personne de ma famille qui est concernée, qui a des troubles neurodéveloppementaux et des TOC, a l'AH, mais parce qu'elle a un cumul. Elle n'aurait que des troubles neurodéveloppementaux ou qu'un TOC, j'aime pas dire qu'un TOC, c'est déjà pas mal. C'est plus difficile. Il faut souvent avoir des comorbidités associées. Oui, mais on sait que ça concerne beaucoup de gens, donc c'est pour ça. Alors, les deux difficultés graves ou la difficulté absolue, ça renvoie les activités, ça concerne la mobilité. Alors, se mettre debout, marcher, faire ses transferts, se déplacer dans le logement à l'extérieur, avoir l'appréhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités motricité fine. Alors c'est là que par motricité fine, moi les troubles neurodéveloppementaux dont je m'occupe, justement on a cette question, c'est une difficulté grave souvent. Mais il faut en avoir deux. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, c'est la mobilité. Le deuxième point, on va rentrer dans du détail très intime, l'entretien personnel. Se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas. Ça, c'est la deuxième type d'activité. Entretien personnel. La communication. Parler, percevoir les sons, les comprendre, distinguer, identifier par la vue, utiliser les appareils et les techniques de communication. Donc ça, c'est la communication, c'est la troisième activité. C'est le troisième groupe d'activités. Les tâches exigeantes générales ainsi que les relations avec autrui. S'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Donc ça, c'est le quatrième groupe d'activités. Donc au total, il y en a 20. Donc, dont faire sa toilette, éliminer, enfin voilà. Donc il faut avoir une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour obtenir parmi ces 20 activités pour obtenir la PCH. Eh bien, contrairement, vous dites qu'il y en a 20 pour en obtenir une absolue ou deux graves, c'est simple. Non, pas si souvent que ça. Bon, parce qu'après, justement, qu'est-ce que c'est une difficulté absolue ou grave? Il y a des gradations qui sont définies. Et bon, le résultat est qu'on n'arrive pas si facilement que ça à obtenir la PCH, tout au moins pour les types de troubles dont on s'occupe. Aussi bien pour les troubles neurodéveloppementaux dont je m'occupe que pour les TOC dont je m'occupe également. Voilà. Donc, contextualiser un petit peu notre situation, c'est pas évident à obtenir. Ou alors il faut avoir des comorbidités, et comorbidités lourdes, ce qui renvoie d'ailleurs souvent à un taux d'incapacité au moins de 50 à 79, même si je ne vous ai pas parlé dans la PCH de taux d'incapacité, mais il est quand même là. Et si on a un taux d'incapacité à 80%, il est probable qu'on peut obtenir, on a forcément l'AH, il est probable qu'on obtiendra la PCH. Voilà. En dessous, c'est pas évident.
En dessous, c'est pas évident. Ça dépend des conditions que je viens d'évoquer. Et la PCH et la AH peuvent se cumuler. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, pareil, la durée d'attribution, pareil. Hein, ça peut être jusqu'à 10 ans ou sans limitation de durée. Voilà, donc pour les cas qui ne sont pas susceptibles d'évolution. Le formulaire, c'est le même, et toujours le même dans lequel on coche les cases, et on fournit les justificatifs afférents. La PCH, ça peut être des factures. Par exemple, si on a acheté un fauteuil roulant, fournir les factures, parce qu'il y a un contrôle d'effectivité qui est réalisé par le département. On ne peut pas dire j'ai acheté un fauteuil et puis aller partir aux Bahamas. Donc il faut fournir les factures. Et puis voilà. Et le délai de réponse, c'est le même que en gros pour la H, on va dire, parce que comme il y a une équipe d'évaluation qui va évaluer le besoin et puis l'argent qui va être mis en face, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc on est souvent en dehors des 4 mois de délai. Voilà. Donc le dernier point dont je voulais parler, c'était les aides financières de la GFIP et du FIPHFP. Bon, j'ai parlé du FIPHFP et de la GFIP précédemment. J'ai dit qu'ils collectaient des contributions des entreprises qui ne respectaient pas leur obligation d'emploi et qu'ils les redistribuaient. Il y a plein donc de possibilités, soit de financement, d'aide directe, de matériel par exemple, soit pour aménager le véhicule par exemple. Là, si on en a besoin pour des raisons professionnelles, contrairement à la PCH qui n'est pas liée à un aspect professionnel, si pour une raison professionnelle vous avez besoin d'aménager votre véhicule, et là vous pouvez solliciter la GFIP. Si ça a une vocation professionnelle, c'est la GFIP. Si ça a une vocation non professionnelle, ça peut être la PCH, de la MDPH. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, je pense qu'on y arrive quand même. Donc ça peut être pour financer un équipement. Ça peut être pour financer des dispositifs d'accompagnement. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Cap Emploi, on a parlé des prestations d'appui spécifiques, troubles psychiques, on a parlé de la ressource handicap formation, enfin, voilà. Donc ces dispositifs d'accompagnement, en fait il y en a plus que ça. Moi je me suis limité à ta demande aux principaux dispositifs. Mais en fait il existe un catalogue des interventions et des dispositifs d'aide et d'accompagnement de la GFIP et du FIPHFP. C'est beaucoup plus complet que ce que j'ai dit là. Il y en a 40 pages. Hein. Donc le mieux, c'est de mettre en description les liens. Absolument. Pour aller consulter le catalogue des aides du FIPHFP ou le catalogue des interventions de l'offre de services et d'aide financière de la GFIP. C'est comme ça qu'il s'appelle le catalogue. Pour la GFIP, ça s'écrit, ça se dit aussi, pour ceux qui connaissent, Méthodia. Ça s'appelle le Méthodia de la GFIP. Ça permet d'aller plus vite. Donc c'est sur Internet, on peut y accéder, c'est un fichier PDF. Et donc il y a l'intégralité suivant la situation des aides pour les employeurs et pour les personnes en situation de handicap. Donc il y en a tellement que là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. On en a déjà décrit ceux qui sont, de mon point de vue, d'accompagnement des personnes en situation de handicap, les principales. Après, si vous êtes en contrat d'apprentissage, vous allez regarder ce qui est proposé. Si vous voulez vous monter en tant qu'auto-entrepreneur en situation de handicap, vous allez regarder ce que propose la GFIP ou le FIPHFP. Là, je ne vais pas détailler tout ça. Voilà. Ça serait pas... Donc voilà, moi c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est le dernier point, je te l'avais dit et je le redis. S'il y a des personnes qui ont des questions à me poser, ou même pour faire dialoguer, ou même pour me faire part du fait que sur certains points ils ne sont pas d'accord, donc on peut en discuter. Ils peuvent me contacter, alors je ne sais pas sous quelle forme tu verras. on pourra mettre ton email. Oui, par exemple. Ouais. Et s'il y a des personnes qui le souhaitent, et je l'ai déjà fait, parce que j'ai des personnes qui m'ont sollicité, s'il y a des personnes qui ont besoin de passer 1 heure, 1h30, 2 heures, et s'il faut de manière, ou si elles ne sont pas loin, on peut se rencontrer. Moi, c'est ce que je fais déjà pour les troubles neurodéveloppementaux, de mener un accompagnement par rapport à leur situation. Moi, je suis tout à fait favorable, au contraire, si ça peut les aider. Alors, c'est pour le dossier MDPH, c'est pour la GFIP, c'est pour Cap Emploi.
ça peut même dépasser ces aspects-là, hein. Je ne suis pas uniquement bloqué sur ces aspects-là. Moins sur l'aspect médical parce que je ne suis pas médecin. Bon, mais si donc des personnes le souhaitent, ils peuvent prendre contact avec moi et je tenterai de les accompagner autant que je pourrai. Voilà. Eh ben merci, on ne le voit pas là, mais là à l'écran, il y a ton adresse mail qui va s'afficher comme par magie. Donc bon, les effets spéciaux. Merci beaucoup Alain, avec plaisir pour toutes ces informations très riches. Et même moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc merci pour le temps que tu as passé à préparer. Ça représente beaucoup de temps et je tiens à le dire, pour ta disponibilité et pour tes connaissances qui sont très larges en la matière. Eh bien merci, bonne fin de journée. À bientôt.